Poser à notre secrétaire de séance, à notre Benjamin, de faire l'appel. Merci, monsieur le maire. Bonjour, chers collègues. Bonjour à tous. Alors, pour l'appel, Richard Mallier. Présent. Donc, Paula Ventron, je porte pouvoir. Marie-Odile Armandon. Présent. Mathieu Pietri. Présent. Monique Salomon. Présent. Roger Mossé. Présent. Corinne Lemeux. Présent. Edmond Etetjian. Présent. Édouard Alessander. Il y a un pouvoir normalement de monsieur le maire. Mathieu Borateur. Claude Lampeau. Présent. Armand Chablat. Présent. Claudine Achintre. Présent. Colette Toulec. Présent. Dominique Bièche. Roger Wex. Présent. Yann Pertuzel. Présent. Véronique Garnier. Présent. Catherine Bienfait. Pouvoir. Marie-Christine Rodriguez. Présent. Stéphane Pierrassini. Pouvoir. Patrice Lanzon. Pouvoir. Joseph Cassaro. Présent. Marie-Pierre Vitiello. Présent. Vanessa Brachet. Pouvoir. Christine Sicardi. Présent. Marie-Christine Oberlinkels. Présent. Jean-Marc Bretin. Alain Dubois est excusé, ainsi que Véronique Bianchi. Hervé Plisson. Présent. Anthony Checron. Pouvoir. Et Julie Marconcini. Pouvoir. Comme nous avons le quorum, monsieur le maire, nous pouvons démarrer. Merci. Je souhaiterais peut-être, Jean-Pierre, qu'on ouvre, peut-être pas là à cause du soleil couchant, mais là-bas, on n'a pas de soleil, donc peut-être ça permettrait d'avoir un peu plus de lumière, non Non Ah, pourquoi ça ne marcherait pas Pardon Ah ben ça y est, depuis c'est réparé. Voilà. Merci Jean-Pierre. Bon, mes chers collègues, je vous rappelle que le conseil municipal de ce soir n'échappe pas à la règle. Il sera lui aussi filmé. Et c'est avec un grand plaisir que je vous accueille dans notre nouvelle mairie fraîchement inaugurée à l'occasion de la fête de la musique vendredi soir, où les très nombreux visiteurs ont pu découvrir notre nouvelle identité visuelle. Je tiens à remercier les organisateurs de cette double manifestation, qui fut un véritable succès au regard de la fréquentation. Petite pincée d'émotion oblige, puisque le dernier événement de ce type remonte au 17 mars 1984, dont nous avions extirpé les images du passé pour l'occasion, qui étaient là et que vous avez sans doute, je le pense, pu voir. L'hôtel de ville n'a pas volé la vedette des inaugurations, puisque la salle associative Perfuguette ainsi que la maison des combattants en terre blanche furent eux aussi inaugurés à l'issue de la très réussie cérémonie patriotique du 8 mai dernier. Plus hommage qu'inauguration, la promenade Foulon le long du Valar à la salle a également eu droit à son dévoilement de plaque et focus sur ce grand humaniste parti trop tôt le 8 juin dernier. De l'année bien avant, puisque c'était 2 ans. Je tiens à vivement remercier les acteurs de ces dernières éditions des Blue Bel Air qui ont fait le plein pour les adultes et ce, mission impossible pour le plus grand bonheur des enfants. Je veux également attirer l'attention sur les bénévoles qui se sont mobilisés toute la journée pour le dimanche de la fête des mères pour tenir les bureaux de vote dans le cadre des dernières élections européennes. Nous avons des droits, mais aussi des devoirs, et surtout des devoirs, et je n'ai entendu aucun nouveau visage de la politique remercier toutes celles et ceux qui avaient contribué à leur victoire. Je rappelle que le maire il s'est débrouillé pour faire en sorte, avec vous, mesdames, messieurs, chers collègues de la majorité, pour faire en sorte que les bureaux de vote soient constitués valablement. J'ai eu peu sur les 40 et quelques listes, 36, je ne sais plus combien il y en avait, qui étaient déposées, j'en ai eu peu qui m'ont proposé des assesseurs, je le rappelle simplement, et que le maire, pour fonder un bureau de vote, son arrêté doit comprendre non seulement le président, mais aussi au moins 2 voire 3 assesseurs. C'est ça ? Merci pour la réponse. Voilà. Donc on a pu faire qu'elle se déroule en toute légalité. Je vous rappelle tout de même les résultats sur la commune, puisque
On peut être fier des 55,05% de participation. Je ne vais pas vous faire l'offense de vous rappeler les résultats obtenus, mais en tout cas, ils sont à votre disposition et vous l'aviez ce soir-là. Côté château, l'exposition photo de l'ADSB, prénommée Luminance 2019, s'est clôturée le 16 juin pour accueillir la superbe conférence de Un Café dédiée à l'école de la réussite de Don Lorenzo Milani dans le cadre de notre amitié avec Fiesole. À ce titre, j'ai le plaisir de vous annoncer la réélection d'Anna Ravoni à la tête de notre commune jumelle, enfin, je ne sais pas si je peux dire vous-même, avec laquelle nous avons un contrat d'amitié au moins, Anna Ravoni qui m'a affirmé sa détermination dans l'accroissement de nos relations. C'était d'ailleurs, pour ceux qui sont venus, et le compte-rendu que nous avons fait à ce moment-là de la délégation à Fiesole, au mois de septembre 2018, 18, je ne sais plus, non, 18, septembre 2018, c'était que, à la suite de la discussion que j'avais eue en particulier avec Anna, c'était qu'elle attendait les élections municipales pour savoir ce qui allait se passer, parce que il n'y avait pas la même dynamique que chez nous. Voilà. Elle avait été un peu élue peut-être pas par défaut, mais enfin un peu la surprise générale, et que bon, il fallait quand même le temps de ce premier mandat pour se poser un peu mieux et trouver les forces nécessaires et dynamiques pour aller de l'avant. Enfin, du 22 au 30 juin prochain, la saison des expositions se terminera par le salon annuel de Book Bell Art, suivi du 42e salon des artistes du 6 au 14 juillet. Côté extérieur, les Jardins d'Albertas furent le théâtre de nombreuses manifestations, à l'exception de la nuit des associations, repliées pour les caprices de la météo aux terres blanches. Au regard de l'ambiance de la soirée, je pense que personne n'en a trop souffert. Sinon, qu'il s'agisse de la journée des plantes ou du Pays d'Aix autoclassique, les visiteurs étaient au rendez-vous et le plaisir de flâner dans ce lieu unique a été partagé par tout le monde. Et pour preuve, de mes dires, leur reconnaissance dépasse le giron communal puisqu'ils sont retenus pour bénéficier des financements proposés par la Fondation du patrimoine dans le cadre de la mission Berne et du Loto. Pour celles et ceux qui voudraient se rattraper, dernière chance demain et après-demain soir avec les rendez-vous musicaux qui accueilleront le Philharmonique d'Aix et puis aussi Anaïd Sérétian avec un violoncelliste pour 2 concerts gratuits, donc demain et après-demain. Alors en fait, vous amenez votre tabouret ou votre anti-moustique parce que c'est compliqué. Avec les bassins d'eau à côté, il y a quelques moustiques. Pour les mélomanes, cet été va vous combler avec la première édition du Festival de jazz de la commune intitulé Chansons sous les étoiles, qui se déroulera les 5 et 6 juillet au château et suivi de Jazz sous les étoiles dans les Jardins d'Albertas, qui eux se dérouleront le vendredi 12 juillet à 19h30. Évidemment, vous avez toutes les informations sur le site internet. Le conseil de ce soir traitera de bilan et rapport d'activité de différents services municipaux ainsi que du rapport d'audit de notre bâti par un cabinet spécialisé pour éviter tout drame comme la rue d'Aubagne il y a plusieurs mois. Nous nous prononcerons également sur l'avenir de Manche-Gary et étudierons une demande de subvention. Bientôt l'été et ses fortes chaleurs. Nous avons commencé. Trop fortes, parfois, je vous l'accorde. Depuis la canicule meurtrière de 2003, un plan canicule est activé tous les ans du 1er juin au 15 septembre. Le CCAS de Boubelaire tient un registre prévention confidentiel des personnes âgées de 65 ans et plus, ainsi que des personnes handicapées. L'objectif est faciliter l'intervention des services sociaux auprès des personnes les plus vulnérables, car elles sont la plupart du temps isolées. N'y figurent que celles qui le souhaitent. Une centaine aujourd'hui à Boubelaire. Si vous n'avez pas encore, ou si vous n'avez encore jamais demandé votre inscription sur ce registre, et que vous en éprouvez désormais le besoin, appelez le Centre communal d'action sociale au 04 42 94 93 96. Parents, voisins et autres connaissances peuvent également procéder à ce signalement.
y compris de leur propre initiative. Je dis bien y compris de leur propre initiative. Parce que bien souvent, les personnes en difficulté n'osent pas le dire. Et quelquefois, on est un voisin et on sait qu'il y a une personne en difficulté. Donc je vous demande, puisque le conseil municipal s'adresse à l'ensemble des bouquins, je sais qu'il est filmé et sur le site, donc je fais un appel, si vous connaissez des gens à côté de chez vous qui ont ce souci-là, n'hésitez pas à nous le dire. C'est encore une fois confidentiel et on a fait évidemment bon usage. Pour se rafraîchir, la piscine Greenwood sera ouverte cet été du 8 juillet au 31 août, du lundi au vendredi de 12h à 18h30 et fermée les week-ends et les jours fériés, ainsi que pour la vidange annuelle du 24 juin au 7 juillet inclus. Le marché périodique, alors quand j'entends ça, je me souviens la première année où nous avons fait la première vidange que nous avons faite de la piscine municipale, à l'époque elle était municipale, c'est la commune qui l'avait réalisée, donc c'était en 1900 de mémoire 97, et où il a fallu que le maire de l'époque, votre serviteur, prenne lui la décision. Personne n'osait vidanger la piscine parce qu'on avait peur qu'elle remonte, comme elle est située, oui, sur un terrain où en dessous il y a de l'eau. Donc tout le monde avait peur qu'en enlevant la masse d'eau qui est quand même conséquente, imaginez, dans la piscine, je ne sais plus combien de mètres cubes elle fait, donc combien de tonnes elle fait, combien de tonnes d'eau, je me souviens de ça, et personne, à l'époque, les collaborateurs qui sont ici, il n'y en a pas beaucoup qui étaient là à l'époque, mais enfin tout au moins dans ce truc-là, les Oulika depuis s'en souviennent très bien, elle était aux techniques où il fallait que moi-même j'ai pris la décision, personne n'osait prendre une telle décision, alors qu'il fallait vidanger la piscine. Maintenant, je suis content, c'est la métropole qui est la gérante de cette piscine et qui nous informe qu'elle va vidanger et donc elle va fermer du 24 juin au 7 juillet. Le marché périodique des producteurs a repris cette année le 16 mai et ce jusqu'au 19 septembre et il a lieu tous les jeudis soirs sur la place de l'Hôtel de Ville dès 16h et jusqu'à 19h, voire plus si affinité. Enfin, je tenais à vous remercier de l'accueil que vous m'avez réservé à l'occasion de la fête des voisins pour les endroits où je suis allé, et d'autres élus aussi sont allés dans d'autres endroits nous représenter, et l'importance que j'adressais à ces initiatives et à chacun d'entre vous, évidemment, quand vous nous avez reçus. À ce propos, nous allons perdre 2 récents bouquins qui ont fortement marqué la vie de notre commune. J'ai dit 2 récents bouquins, je parle d'un qui est là depuis 3-4 ans, si je ne m'abuse, c'est le commandant de la brigade de gendarmerie, le lieutenant Navarro, qui nous quitte le 1er août et qui s'en va à Mandelieu, il s'en va commander la brigade de Mandelieu, il doit prendre d'ailleurs un galon supplémentaire, et puis son remplaçant nous arrive de Saint-Zacharie, Saint-Zacharie ou Saint-Maximin ? Saint-Maximin, voilà. En vous disant Saint-Zacharie, j'avais Saint-Maximin, donc pas très très loin, et que j'ai eu l'occasion de rencontrer, mais que nous aurons évidemment l'occasion de rencontrer. Et la deuxième personnalité que nous allons perdre sur la commune, c'est le père Richard Bonnet, qui nous quitte puisqu'il s'en va à Salon. Et c'est le père dont j'ai oublié le nom. Merci, qui est le curé de Marty, qui va venir le remplacer. Je suis navré, mais même si la loi 1905, ça fait partie des personnalités de la commune et que le maire se doit, je crois, de signaler le travail accompli par l'une et par l'autre. En plus, on est, franchement, je crois qu'il faut être très très content et très heureux du travail accompli par l'un comme par l'autre. Et j'ai eu l'occasion de le dire samedi soir auprès de la communauté chrétienne, et je le dirai le 28 de mémoire. C'est ça, le 27 le 27, lors du départ du lieutenant Navarro. Voilà. Au nom du conseil municipal, je me permettrai de leur souhaiter une excellente continuation à tous les deux dans le cadre de leur nouvelle mission. Si vous le voulez bien, nous allons passer au l'ordre du jour l'ordre du jour du conseil municipal. Vous avez sur la délibération numéro 23
vous avez sur table une proposition de délibération complémentaire. C'est en fait une demande de subvention qu'on fait tout de suite. Non, c'est pas sur la 23. Mais c'est une délibération qui correspond à la 21, où nous aurons 2 demandes de subvention alors, comment? Ah oui, c'est non. Non, pardon, c'est pas la 21, c'est la 20. C'est un travaux de proximité, nous en aurons 2. Il y a la création de parking paysager de persuasion multimodale et la réfection de l'allée des musiciens. Voilà, c'est ce que vous avez là-dessus. Voilà. 2 travaux de proximité que nous demanderons. Alors, évidemment, j'ai l'éternelle acceptation du compte-rendu de la dernière séance. Est-ce qu'il y a des remarques ou observations? Il n'y en a pas, donc je considère comme adopté. Je vous remercie. Ensuite, c'est l'information des décisions prises dans le cadre de l'article 21-22 du Code général des collectivités territoriales. Alors, il y a la décision numéro 2019-013 du 25 mai, qui est une convention avec l'association JH Fonds Solière Événements. C'est en fait la mise à disposition du château pour l'organisation du festival Chansons sous les étoiles les 5 et 6 juillet. Ensuite, nous avons une convention avec l'association Voice Gang, qui est la décision numéro 2019-014 du 28 mai, qui est là pour formaliser les conditions de partenariat pour l'organisation du festival Voix sous les platanes le 29 septembre. Évidemment, ces 2 conventions sont à votre disposition sans problème. Et la décision numéro 2019-012, c'est toujours surprenant ça. On a un numéro qui est antérieur à 13 et 14, alors que ça date du 5 juillet, donc c'est postérieur. J'avoue, je suis toujours surpris par ces trucs-là, mais enfin c'est comme ça. Contrat administratif d'occupation du domaine privé à titre précaire et révocable avec M. Mulatieri Jean-Louis, qui moyennant une contribution mensuelle de 441,85 €, mais il doit supporter les charges locatives, notamment les taxes d'habitation et d'enlèvement de l'ordure ménagère. La fourniture d'électricité, de l'eau et du gaz seront à sa charge, et la charge forfaitaire annuelle pour l'eau est de 104,40 €, soit 8,70 € par mois. Voilà, et cette occupation, c'est du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019. Vous avez des questions là-dessus, je pense que j'étais assez clair là-dessus. Donc nous avons délibération suivante, là c'est une délibération, c'est la création, pour faire plaisir à M. Pisson, de 6 postes permanents au registre des effectifs. Donc je rappelle qu'il s'agit donc pour le service des sports, à compter du 1er septembre, un poste de catégorie l'adjoint technique territorial catégorie C. Il s'agit de 4 postes d'adjoint technique territorial catégorie C aussi à temps complet pour le service scolaire et un poste d'agent de police municipale, cadre d'emploi des agents de police municipale au grade de référence de gardien brigadier, le cas échéant au grade de gardien chef principal, catégorie C à temps complet, filière sécurité, service police municipale. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas encore arrêté quelle est la personne qui va occuper ce poste. Donc, c'est très difficile de vous dire exactement ce qu'il en est. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pas de questions. Je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. L'abstention non plus. L'unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons, ça ne va pas faire plaisir à M. Pisson, 6 postes non permanents pour faire face à des accroissements temporaires d'activité. Ça ne va pas toujours faire plaisir. Voilà, donc il s'agit de 3 postes d'agents polyvalents d'entretien de service à temps complet,
en référence au grade d'adjoint technique territorial, catégorie C, pour une période de 12 mois du 1er septembre au 31 août. Un poste non permanent d'agent polyvalent d'entretien et de service à temps non complet, 17h30 hebdomadaire, en référence toujours au même grade et toujours pour la même période. Ensuite, 2 postes non permanents d'agent d'animation périscolaire à temps non complet, 17h30 hebdomadaire, c'est en fait à mi-temps, en référence toujours, pas toujours, au grade d'adjoint territorial d'animation, catégorie C, pour une période, la même période. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pas de questions? Ah pardon, mais écoutez, vous avez la parole. Oui, je suis toujours bien entendu surpris. Ça ne me plaît pas, effectivement, comme vous le dites, mais le fait que ça ne me plaise pas n'a pas beaucoup d'importance. Par contre, comment peut-on dire que ces postes qui sont embauchés pour une année pleine sur des activités qui sont des activités pérennes, habituelles, etc., comment peut-on dire que ce sont des emplois non permanents? Un emploi non permanent, c'est autre chose. Donc là, effectivement, il y a toujours le même problème, c'est-à-dire qu'il y a une précarisation manifeste de la moitié des emplois créés, puisque 6 qui sont créés normalement, puis 6 qui le sont, je dirais, à l'arrache, comme ça. Voilà, donc là, personnellement, je voterai contre ce rapport, non pas sur le fait qu'il ne faille pas embaucher des gens, mais sur le principe où là, ça commence à bien faire. Voilà. Simplement, M. Plisson, je vous rappelle que quand nous avons des agents statutaires, ces agents statutaires peuvent avoir des problèmes de maladie, auquel cas il faut les remplacer, et oui, il faut les remplacer. Nous avons là-dedans, sont créés 2 postes, si je m'abuse, non, je ne sais plus, il y en a 3 à temps complet, 2 qui sont à mi-temps. Vous voyez, donc en fait, c'est 6 postes, mais c'est 4 agents et demi. Voilà. Donc c'est simplement pour recruter des agents qui peuvent pallier aux absences de rotation quand il nous manque quelqu'un de courte durée, mais pour renforcer les équipes en place. Dites-vous bien que c'est pour la plupart du temps dans les écoles, c'est la qualité de notre encadrement scolaire municipal, hein, je ne parle pas de l'éducation nationale, mais municipale pour nous est important, que les enfants soient encadrés, que les enfants soient animés aussi, hein, dans les temps méridiens, etc., etc. Donc pour nous, c'est important d'avoir du personnel. Si vous ne voulez pas qu'on en ait, vous nous le dites, très bien, vous assumerez politiquement une telle position. Alors, ça me paraît difficile. Je vous en prie, pardon. Je crois que vous n'avez pas entendu, ou je me suis mal exprimé sur la dernière phrase. Ce n'est pas sur le principe d'embauche, c'est sur les modalités. Il faut bien à un moment exprimer de façon nette une position. Voilà. Donc, je voterai contre. Mais ça ne m'a pas échappé, M. Plisson. Donc, il y a 1 voix ou 2 voix contre, 3 voix contre, 2 voix contre, abstention, il n'y en a pas, donc majorité, je vous remercie. Après, nous avons approuvé l'avenant numéro 2, la convention en maîtrise d'ouvrage déléguée pour l'opération de reconstruction d'usine de potabilisation des Terres Blanches. Elle est passée en conseil de métropole. Elle est déjà passée ou elle va passer? Elle va passer? Je crois qu'elle est passée, non? Elle est passée au bureau de métropole jeudi dernier. Donc c'est pour ça que vous avez dans les délibérations un projet, puisqu'en fait, il n'était pas encore truc. Voilà. En fait, c'est simplement pour l'augmentation qui est due à Enedis, c'est ça? C'est ça, qui est dû à Enedis, qui nous a
fait déraper sur le chantier. Et donc c'est un avenant qui a été adopté par la métropole, ça veut dire qu'elle le prend en charge, la métropole. Et c'est un avenant qui coûte de l'ordre, enfin, qui va coûter à la collectivité de l'ordre de 34 000, c'est ça? Plus? Dans les 74 000. Non, mais pas. C'est le char amiable que je Ah oui? $57 380 d'un côté, 16 566 euros de l'autre, on est à 73 946. C'est ça, sont travaillés. Sauf erreur. On met des pages et des pages qui sont illisibles, la preuve elle en est là. J'arrive pas à faire comprendre qu'une note de synthèse, ça dure quelques lignes, c'est une synthèse. Le truc, voilà. Là on vous noie, ça c'est la métropole qui a fait ça, et on vous noie de regarder. Voilà. Vous avez ici le rapport de la métropole qui vous a été donné. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? La note de synthèse elle fait une demi-page. Il y a 50 chiffres, mais le rapport, il fait... voilà. Vous l'avez ici, hein. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez, mais moi je l'ai, voilà. C'est en fait, on reprend ça. Bon. Alors, on pourrait savoir, j'aimerais bien quand même qu'on sache un peu... Bon, en fait, il y en a deux. Il y a l'eau potable qui porte, la compétence eau potable qui porte à 3 089 113,20 TTC, soit une augmentation de 2,3% par rapport à l'avenant numéro 1, et l'assainissement, puisqu'en fait on a les deux, une augmentation de 5,2 par rapport à l'avenant numéro 1 qui porte la compétence à 331 980. Oui, parce que là, ils reprennent l'intégralité, c'est l'avenant numéro 2, mais ils reprennent y compris l'avenant numéro 1. Voilà. Bon. De toute manière, c'est la métropole qui nous demande de prendre ça, donc je suppose que la métropole... 57 000 euros de taxe, voilà. 57 380. Et puis 16 566. Ça fait 73 et des poussières. 73 940. 73 940. Voilà. Donc je pense que j'ai été extrêmement clair là-dessus. Donc je vais mettre aux voix la délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Ah pardon, vous souhaitez... alors on vous écoute. Oui. Simplement, je voulais savoir, en particulier sur la partie, la première partie, les 57 380, quel est le coût que l'on supporte du fait des errances d'Enedis? Première question. Deuxième question, où en est-on sur la... Je crois que vous aviez dit qu'on entamait une démarche juridique contre Enedis. Je voulais savoir où on en est. Voilà, deux questions. Donc, Enedis nous coûte de l'ordre de 34 000 euros hors taxe. Les démarches qui sont vis-à-vis d'Enedis, nous avons désigné un avocat qui nous défend. Enedis nous réclame les avenants. On a des travaux supplémentaires qui ont été facturés, qui sont très simples. Ils nous réclament les avenants au marché. Donc vous comprenez bien que tant qu'on n'a pas eu ce conseil municipal, et on ne pouvait pas adopter les avenants avant que la métropole l'adopte, enfin je veux dire, c'est encore une histoire en bracadabrant. Donc là maintenant, puisque nous avons au conseil municipal, nous allons voter cette délibération, on va l'envoyer à Enedis. Voilà. Et là nous allons
commencé à discuter, enfin, nous allons commencer des négociations. Ils nous disent qu'ils vont prendre en charge, mais le directeur départemental m'a dit, moi j'ai une marge de 1500 €. J'ai dit, monsieur, c'est même pas la peine de discuter. Voilà. 34 1500 €, c'est pas la peine. Voilà. On ira jusqu'au bout et on fera une démarche judiciaire. Voilà. Voilà, donc je mets au voie cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y a rien du tout, donc unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons l'avis du conseil municipal relatif au complément de l'étude d'impact réalisée par Alteo Gardanne sur l'appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l'usine d'alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus matériaux 6 au lieu Mange-Gary à Bouc-Bélair. Donc il vous est proposé tout simplement de s'opposer au renouvellement de l'autorisation de stockage de déchets sur le site de Mange-Gary au-delà de 2021. Est-ce que vous avez des questions? Qui demande la parole? Toujours vous. Eh bien, écoutez, je vous la donne. Voilà. Ce rapport, il a son objet et quoi exactement? Parce que l'enquête publique est terminée, c'est-à-dire que la collectivité boucaine est consultée en complément. Et est-ce que c'est susceptible d'avoir un impact quelconque sur la décision qui est alors laquelle? C'est là où je ne vois plus bien. Parce que là, on a en fait un complément d'étude d'impact et vous nous proposez de voter contre, ce que je ferai bien entendu, mais contre le renouvellement de l'autorisation. Est-ce qu'on n'est pas à côté de la demande? Non, l'enquête est une enquête complémentaire parce que le tribunal administratif a dit votre enquête publique, les dossiers que vous avez mis à disposition, etc., n'étaient pas assez précis. Donc je demande au préfet, enfin, donc le TA a demandé au préfet de refaire l'enquête, ce complément d'enquête publique. Donc vous imaginez, Alteo a refait, tout au moins encensé son activité un peu mieux qu'il n'avait fait. Une commission d'enquête publique a été désignée par le préfet. Là, on est par le préfet, non, par le tribunal administratif. Là, on est dans la légalité avec une autorisation qui va courir jusqu'en 2021. Donc Alteo n'a plus la possibilité d'exercer après décembre 2019. Bon. Il est un fait que on est peut-être hors sujet, mais on est dans l'affirmation d'une position de la commune de Bouc-Bélair vis-à-vis de cette unité de stockage à Mange-Gary. C'est-à-dire que ça soit, on dit, bon, après 2021, sachant que récemment, vous savez, moi je suis un peu déçu quand on voit les cahiers de la commission d'enquête. Vous avez 62 avis favorables qui ont été déposés et 14 avis défavorables sur le cahier d'enquête de la commune de Bouc-Bélair. Et à côté de ça, moi on me dit que l'ensemble de la population de Bouc-Bélair est défavorable. Je me pose des questions. Et aujourd'hui, cette enquête publique qui a été menée là et qui s'est finie il y a quelques jours, bon, ça nous sert un peu de leçon. Et par contre, je vous demande de vous exprimer défavorablement au stockage de Mange-Gary. C'est clair. Après, on verra. Ça va être la lutte du pot de fer contre le pot de terre, enfin j'en sais, mais on fera ce qu'il faut pour s'opposer. Parce que je ne crois pas, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je ne crois pas au recyclage. Pourquoi?
parce qu'ils sont là en train de nous amener en disant voilà, on va peut-être mettre quelques milliers de tonnes pour dépolluer les sites qui sont pollués, parce que c'est ce qu'on me dit de mieux, on va mettre ceci, on va mettre cela. Mais je me dis, oh les gars, on est à plus de 300 000 tonnes, donc là, vous ne me proposez pas quelque chose qui soit pérenne. Donc ça veut dire que notre stockage, il est temporaire. Aujourd'hui, pour moi, il est temporaire, le stockage. Il va devenir pérenne, pas d'accord. Donc comme ça, au moins, nous saurons, enfin, ils sauront que la commune de Bourbelaire, elle est défavorable à ce site-là. Est-ce qu'il y a encore des questions? Voilà. Oui, non, mais là, de toute façon, nous sommes bien d'accord. On sait très bien que là, tout le jeu d'Altéo actuellement, c'est de gagner du temps. C'est-à-dire qu'Altéo, à chaque fois qu'on lui propose une action juridique ou une enquête sanitaire, etc., il applaudit des deux mains, parce qu'il sait très bien qu'une action juridique, ça va prendre 2-3 ans, tranquille, et une étude sanitaire, on n'arrivera jamais rien à prouver, tellement c'est compliqué. Donc, Altéo, lui, là, il joue sur du velours, et c'est évident que c'est pas par ce biais que l'on obtiendra quoi que ce soit de l'Altéo. Mais par contre, là, je suis quand même étonné quand vous dites qu'il y a si peu de gens qui aient participé à l'enquête publique. Moi-même, j'ai participé. Alors, j'ai participé par voie Internet, j'espère que ça a été pris en compte, parce que sinon, c'est plusieurs centaines de gens, d'après ce que je sais. Alors après, l'objet n'était pas, dans ce moment-là, de dire si on était favorable ou pas au renouvellement de l'autorisation. L'objet était de donner son avis sur l'étude d'impact. Peut-être que les gens ont dit, bon, effectivement, là, je ne suis pas d'accord là-dessus, là, je ne suis pas d'accord là-dessus, mais peut-être qu'ils ont essayé de coller à la demande. Après, donc, ça veut dire que dans ce premier temps, peut-être n'ont-ils pas exprimé immédiatement leur refus et leur opposition à la décharge rouge sur Manche-Gary. Je n'en sais rien, il faudrait quand même voir, parce que je suis quand même très étonné pour avoir contacté Boucle Environnement, manifestement, le nombre de gens qui ont fait savoir à Boucle Environnement qu'ils avaient participé à l'enquête, c'est pas 14, c'est plutôt de 150 ou 200. Donc je suis très étonné. Alors bon, à moins que la lettre type, bon, c'est vrai que bien souvent les gens ont retransmis la lettre type de Boucle Environnement et que ça n'a pas été pris en compte. Ils appellent ça une pétition. Voilà, et donc ça ne fait peut-être un. Voilà, peut-être ça vient de là, mais si c'est s'il y a 100 personnes ou 150 personnes qui ont quand même participé à cette pétition, on ne peut pas dire que c'est un. C'est quand même. Bon, voilà. De toute manière, vous avez compris. Oui, je crois qu'il faut que ça nous serve de leçon. Parce que là, il va y avoir une nouvelle enquête publique sur la continuité de cette exploitation. Donc là, ça nous permettra de savoir. Mais enfin, je crois que j'ai une question diverse là-dessus, donc on y reviendra tout à l'heure. D'accord, merci, j'allais vous en parler. Oui. Et donc voilà, moi je vérifierai quand même que ma réponse sur cette enquête a bien été prise en compte. Sinon, si ça n'a pas été pris en compte, c'est que la voie électronique ne fonctionne pas. Ce serait un sacré piège à ce moment-là. Et je n'ai pas fait une réponse, j'ai fait une réponse personnelle. C'était pas. Je vérifie. Madame Berlinckels. Oui, je me dis que si une nouvelle enquête publique doit être faite, peut-être qu'il faudrait réfléchir sur une communication un peu plus percutante pour l'ensemble de la population, parce que en dehors des personnes qui sont mobilisées par Bel-Air Environnement, il semble que la majorité des bouquins n'ait pas été vraiment au courant de cette enquête publique. Alors peut-être qu'on peut faire des efforts sur une campagne d'affichage ou des choses comme ça. Ce que j'ai dit à notre collègue, M. Pisson, c'est que ça nous serve de leçon pour la prochaine, parce que la prochaine est beaucoup plus importante.
parce que ça me paraissait évident que celle-là, elle était acquise d'entrée. Voilà. Vous connaissez le résultat, donc on voulait aller jusqu'à la fin de l'arrêté, enfin, ce qui était prévu, quoi, jusqu'en 2021, après le renouvellement, ça nous sert de leçon. Voilà, est-ce qu'il y a encore des questions? Il n'y a plus de questions, donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Unanimité. Après, nous avons adhésion à un organisme de foncier solidaire dont vous avez eu avec les statuts, projet de statut. Voilà. Est-ce que vous avez là-dessus? Je rappelle que là-dessus, si nous participons, si vous êtes d'accord, nous participons donc à cet organisme de foncier solidaire et que par contre, nous aurons droit à 2 représentants et que je vous proposerai un représentant dans la décision, puisque c'est par décision du maire, un représentant de la majorité, votre serviteur, et un représentant de l'opposition. Qui vous souhaitez intervenir? Allez, vous avez la parole. Oui, merci. Bon, écoutez, moi je suis très content que cette possibilité d'organisme de foncier solidaire qui avait été initiée par la loi Allure, que vous avez tellement critiquée depuis des mois et des mois. Oh, j'ai toujours, et je continuerai à critiquer la loi Allure pour un certain article. Voilà. Ah, bon. Mais là, il faut quand même avouer que Vous n'êtes pas l'innocent, M. Plisson, vous le savez. Je sais que vous la critiquez. Oui. Et donc là, on peut même trouver que c'était plutôt une bonne idée, sachant que il commence à y avoir quand même une quinzaine, une vingtaine d'organismes en France qui se sont constitués. Et ce que je remarque, et ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est que la plupart de ces organismes sont plus solides, je dirais, soit c'était des structures, des bailleurs sociaux, soit c'était des collectivités territoriales ou leur regroupement. Là, est-ce que l'on est bien certain que l'association qui est constituée est assez solide pour porter cet organisme? Et est-ce que l'on aura bien l'agrément du préfet de région qui, je crois, est nécessaire? Bien, je vais vous répondre très simplement. D'abord, l'association n'existe pas, elle n'existera qu'à partir du moment où il y aura l'agrément. L'association va exister, mais en fait, elle n'aura aucun intérêt, puisqu'elle s'appellera organisme foncier solidaire, mais elle ne pourra l'être qu'à partir du moment où elle aura l'agrément. Ce qui veut dire en clair que si nous n'avons pas l'agrément, ça n'existe pas. Si nous avons l'agrément, c'est que les services de l'État estiment que le modèle économique que nous proposons est viable. Et je rappelle très simplement que c'est de ma façon de procéder. J'ai toujours été comme ça. On commence doucement et on monte en pression. Vous avez évoqué la quinzaine d'organismes fonciers solidaires qui existent aujourd'hui en France, qui existent parce que c'est eux qui ont eu l'agrément. C'est la plupart du temps des grosses machines technocratiques créées par les gros bailleurs sociaux ou les grandes métropoles ou ceci ou cela. Et voilà. Et vous avez comment dirais-je, des phases d'aménagement qui viennent, qui sortent seulement maintenant, alors que c'est des gros aménageurs, enfin qui viennent pas, qui sont en discussion, ils ne sont pas encore là. Dès que nous avons l'agrément dont nous sommes constitués, à partir de ce moment-là, vous verrez, je vous proposerai, puisque j'ai en tout cas des propositions à vous faire, de cession de terrain à l'OFX pour qu'ils puissent monter une opération de construction de 5 ou 6 logements qui seront destinés à des BRS.
Je rappelle que le BRS, le bail réel solidaire, eh bien, permet d'avoir des logements qui sont inscrits comme logements sociaux, mais où les gens sont propriétaires du bâti, je dis bien du bâti. Par contre, le foncier ne sont pas propriétaires, mais comme ils sont propriétaires pour des décennies et des décennies, et qu'ils peuvent revendre leur BRS, et que la personne, évidemment, qui va acheter le BRS doit être agréée par l'organisme foncier, donc avec, évidemment, un plafond de primo-accédant, plafond de ressources, etc., etc. Mais ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui est assez bien défini, peut-être pas dans les statuts, mais dans le. Alors, sur la question pour revenir là-dessus, sur la question que vous posez de solidité de l'organisme, d'abord, les services de l'État vont regarder le dossier. Oui, ils vont regarder le dossier parce qu'ils ne veulent pas attribuer beaucoup d'agréments. Autrement, je crois que le but et de la loi et des services de l'État, c'est pas de faire des OFS partout. D'abord, c'est dans les zones où il y a problème avec le foncier. Aujourd'hui, on me dit qu'un OFS, je crois que c'est du côté de Besançon, a quelques soucis, ce qui ne m'étonne pas, parce que le prix du foncier là-bas n'est pas le même que chez nous. Voilà. Aujourd'hui, quand vous prenez, vous faites un logement sur une parcelle que vous allez payer entre 250 et 300 000 euros et que votre construction va vous coûter 210 000 euros, le foncier, en fait, c'est plus que 50%. Même quand vous faites du semi-collectif ou du collectif, l'ordre d'idée n'est peut-être pas autant, parce qu'évidemment, vous faites beaucoup plus de logements puis vous arrivez à faire du R+1, voire du R+2, donc vous faites beaucoup plus de surface bâtie par rapport à la surface foncière, et vous avez un foncier qui est jamais à moins de 35%, 40%. Donc quand vous l'enlevez de ça, quand vous avez des logements, j'ai vu sur le Bon Coin un logement qui est un 5 pièces, je crois, à la Graciane, qui vaut 800 000 euros. Qui est mis en vente à 800 000 euros. Les bras d'anton, quoi. Je veux dire, à un moment donné, comment voulez-vous que les jeunes qui sont originaires de la commune puissent rester? Quand vous voyez des 2 pièces qui sont louées 800 euros, non, c'est pas possible. Donc il faut absolument que nous ayons une possibilité de maîtriser un peu ça pour nos primo-accédants. Puis je rappelle que ce seront pour nous des logements sociaux qui figureront dans le quota des 25%. Donc c'est quelque chose d'important. Et que si demain je vous propose de donner par exemple un terrain qui appartient à la commune, à l'OFS, pour que l'OFS fasse une opération d'aménagement, et que évidemment ça veut dire que l'allocation du terrain, la redevance à l'OFS qui sera payée par la personne qui a le bail réel solidaire, eh bien sachez que ça peut être déduit de la pénalité SRU. Donc tout ça c'est pour nous un avantage, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent qu'on va sortir, c'est de l'argent au contraire, si on a un terrain que nous sommes propriétaires, c'est de l'argent au contraire que nous allons récupérer en payant, alors d'accord c'est du N+2, bon, ouais, comme ça, voilà, en payant moins de pénalités SRU. Vous voyez un peu la démarche, donc on a tout intérêt à faire ça plutôt que de faire des PSLA, des prêts sociaux location-accession, qui eux, la plupart du temps sont revendus 9 ou 10 ans après, avec une plus-value phénoménale, puisqu'ils l'achètent avec une TVA à 5,5, ils l'achètent avec un prix qui est plafond, et 9 ou 10 ans après, voire 12 ans après, ils font le double de ce qu'ils ont acheté. Voilà. Et donc ils se prennent la plus-value. Bon, là, la plus-value sera contrôlée par l'OFS. C'est pour ça, M. Pisson, je le dis clairement, que sur les 2 représentants, j'ai souhaité qu'il y en ait un de l'opposition qui puisse contrôler ce qui se passe à l'OFS. Voilà. L'organisme foncier solidaire, qui s'appellera Tous Propriétaires. Est-ce que vous avez encore des questions là-dessus? Pas de questions. Je me vois cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions?
Eh bien, unanimité, je vous remercie. Ensuite, nous allons déterminer les tarifs concernant la... Ah non, pardon. Non, là, il y a autre chose. C'est, voilà. Et non, mais comme j'ai un paquet, je vais être obligé, vous le savez, de rapporter les délibérations financières, puisque notre ami Teddy Alexander, je voulais le dire en début, j'ai un peu oublié, a été hospitalisé vendredi. Bon, je l'ai eu au téléphone, tout va bien. Il avait tenu la commission, je ne sais pas quand il y avait la commission, hospitalisé. Bon, il y a un peu des soucis de ressort, d'après ce que j'ai compris, donc on va lui redonner un peu plus de ressort. Voilà, je ne rentre pas trop dans les détails. Donc par contre, c'est Marie-Odile Armandon qui va nous parler du bilan d'activité de la bibliothèque municipale pour l'année 2018. Tu vois, voilà. Et moi j'accepte. Appuie. Voilà, ça y est. Donc la bibliothèque municipale est un service public qui est destiné à toute la population. Elle contribue à la culture, aux loisirs, à l'information, à la formation et à la documentation du public. Elle a 4 principales missions: l'achat et le prêt de livres, l'accueil des enfants dans le cadre scolaire, la proposition d'animation pour les enfants et les adultes et la gestion des archives. Donc c'est ce que je vais vous détailler, les résultats de ces missions. On a comptabilisé en 2018 42 290 personnes qui ont fréquenté la bibliothèque. Il y a en lecteurs actifs inscrits 2305 personnes, c'est-à-dire 1247 adultes, 988 enfants et 70 collectivités. En ce qui concerne les heures d'ouverture, les bibliothèques sont ouvertes 36 heures sur la commune. Les bibliothèques, celle du village plus celle de la salle, offrent donc une large amplitude, puisque certains jours elles ferment à 19h, d'autres fois elle est ouverte entre midi et 2. En ce qui concerne les prêts, 92 376 documents ont été prêtés. Il y a 51 classes qui ont bénéficié de 252 créneaux tout au long de l'année, soit 7 308 enfants accueillis à la bibliothèque dans le cadre scolaire. Il y a des livres qui sont prêtés, mais il y a aussi des DVD. Donc il y a 10 053 DVD qui ont pu être prêtés grâce au fonds de la bibliothèque et au fonds départemental. L'annexe de la salle, qui est ouverte le mercredi matin, a prêté pour sa part 5400 documents. Il existe pour les lecteurs une possibilité de réservation, et ça a été le cas pour 3613 documents qui ont été réservés par les lecteurs. En ce qui concerne les acquisitions, la bibliothèque a acquis 398 livres pour les adultes, 519 pour les enfants, 26 abonnements de revues pour les adultes et 15 pour les enfants. Elle a acquis aussi 87 DVD, ainsi que 120 livres au format numérique, ce qui constitue une collection à la disposition du public de 33 509 documents. En ce qui concerne les animations, pour les enfants, il y a des animations du mercredi. 1001 paroles a reçu 120 enfants dans les contes à destination du public de bébés. Les histoires du mercredi, animation proposée par les bibliothécaires Mireille et Agnès, 450 enfants pour les albums coup de cœur. Une opération communautaire dont je vous ai déjà parlé, ça fait plusieurs années que le Conseil de territoire du Pays d'Aix le propose. Un livre est offert aux élèves de certaines classes. Cette année, c'était 2 classes de CM2 et une classe de CM1. C'était un livre de Claude Merle. Les enfants étudient le livre à l'école et ensuite il y a une rencontre avec l'auteur. 2 spectacles ont été proposés à la bibliothèque pour les enfants. Une séance tout public Petite Lentille et un spectacle musical pour les bébés. Du côté des adultes, en ce qui concerne les animations, il y a eu une nouveauté l'année dernière avec les ateliers d'écriture qui sont animés bénévolement par Catherine Tardivelle 2 fois par mois le samedi matin. À raison de 10 personnes par atelier, il y a 35 personnes différentes qui ont pu assister à ces ateliers d'écriture. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressés, vendredi 28 juin seront lus des extraits de ces ateliers d'écriture au château dans le cadre de l'exposition qui s'y tient en ce moment.
Lecture par nature, cette opération qui a été lancée par la métropole pour la 2e année. On a reçu une conférencière qui est venue faire, une paysagiste, qui est venue faire une conférence, La ville, la nature et le temps qui passe. Cette manifestation donc, est financée par la métropole. Le prix des lecteurs, donc il y a eu la 8e édition du prix des lecteurs. Les écrivains ont travaillé sur le sujet autour de Mon meilleur souvenir m'en être sorti vivant. Et c'est Bernadette Sumrel qui a remporté le prix avec le texte Quelle traversée. Il y a eu 4 conférences sur des sujets littéraires, historiques et musicaux dans le cadre des causeries du mercredi animées par Elisabeth Groelli. Et dans le cadre du pacte d'amitié avec Fiesole, la bibliothèque propose des conversations en italien autour d'un roman en langue italienne et c'est animé aussi par Elisabeth Groelli. Une nouveauté depuis avril 2018, une crénothèque qui a connu un grand succès. 158 sachets de graines ont été échangés entre les lecteurs. Donc la bibliothèque fournit les petits sachets vides et ce sont les récoltes personnelles des usagers qui sont apportées et échangées. Pour attirer l'attention sur cette nouvelle activité, il y a une jardinière, vous avez dû remarquer, devant la bibliothèque qui est entretenue régulièrement. Et dernier travail de la bibliothèque, les archives. Les archives municipales, c'est la bibliothèque qui coordonne ce service. Et 227 dossiers ont été demandés en 2018, essentiellement par les services urbanisme, ressources humaines et financiers. Voilà. Merci Marie-Odile. Est-ce que vous avez des questions à poser à Marie-Odile? Madame la conseillère, vous avez la parole. Je ne souhaitais pas poser de questions, je souhaitais tout simplement féliciter toute l'équipe de la bibliothèque parce que vraiment il y a de belles réalisations et bon, c'est vrai que quelquefois ça ne fonctionne pas dans les services, on dit que ça ne fonctionne pas, mais là en l'occurrence ça fonctionne très très bien et je pense que tous les bouquins sont contents. Bien, mais vous me coupez l'herbe sous les pieds parce qu'en fait c'était plutôt mon rôle que de féliciter, donc mais moi en tout cas le cœur y est, voilà, au moins ça. Voilà, donc là on n'a pas de vote. Par contre, Marie-Odile Armandon va nous parler d'une convention avec le CD pour bénéficier du dispositif saison 13 pour la saison culturelle 2019-2020. Alors vous le connaissez, ce dispositif saison 13 qui est proposé par le département dans le cadre de sa politique culturelle qui est au profit des communes de moins de 20 000 habitants. Ce dispositif permet à la ville de Bouc-Bel-Air de disposer d'une aide financière de 50% pour l'achat de spectacles qui sont labellisés dans ce catalogue saison 13 du département. Alors le conseil municipal doit donc autoriser monsieur le maire à signer la convention de partenariat avec le département. Pour la prochaine saison 2019-2020, nous avons prévu 14 représentations de 6 spectacles qui seront pris dans saison 13. Alors un spectacle pour l'ouverture de saison, un spectacle provençal sur Angèle, 2 cafés-concerts et des spectacles pour les scolaires, l'histoire de la mouette et Bab et l'orchestre des chats. Merci Marie-Odile. Est-ce que vous avez des questions à poser pour cette délibération? Il n'y en a pas, donc je mets au voie cette délibération. Je m'en doutais, il s'agit de demander un concours et une subvention au conseil départemental. Donc je mets au voie cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, Monique Salomon va nous faire le bilan de l'activité du bureau municipal de l'emploi pour l'année 2018. Merci, monsieur le maire. Bon, alors il faut que j'enlève une page parce que j'en avais mis trop. Donc, le bilan de l'activité du bureau municipal de l'emploi pour l'année 2018. Nous avions 830 demandeurs d'emploi, donc début 2018. Fin 2018, il y avait 831 demandeurs d'emploi, c'est-à-dire que ça avait diminué de 8. Et il y avait plus d'hommes que de femmes. Donc 442 hommes, 389 femmes. Il y a une diminution depuis 2017. Il y en avait 850 en 2017 et en 2016, 868. 2018, comme 2017, a confirmé la baisse du taux de chômage
11,52%, c'est-à-dire moins 7,10% par rapport à l'année précédente, et le département est en 11,60 au niveau du taux de chômage. Dans le service, nous avons un référent emploi municipal qui est à 10% simplement sur le pôle emploi et une secrétaire pour l'accueil téléphonique et la gestion du CCAS. Un référent en mission locale, un salon emploi, des ateliers emploi et des opérations de recrutement qui sont organisées. 147 offres enregistrées en direct en 2018, 52 placements qui ont été réussis. Les entreprises de Bec-Belair et particulièrement les PME sont nombreuses à vouloir embaucher, mais ça ne se passe pas très très bien. Le BTP, l'hôtellerie en restauration sont des secteurs en tension, mais aussi les métiers manuels, les conducteurs routiers, les entreprises qui ont du mal à trouver des ingénieurs télécoms ou responsables informatiques. Alors je vais vous dire qu'on a essayé de regrouper plusieurs fois des entreprises pour pouvoir rencontrer des demandeurs d'emploi. Et il y en a énormément, Alteo, Lafarge, Plume Plastique, Leclerc, Decathlon, Lidl, Proman, Amazon, ST Microélectronique, Sterian, CGTP, les ambulances, SM Immobilier, KB8, les cliniques de la Lorraine et de Saint-Christophe, les hôtels et restaurants de Bec-Belair et Alex ont du mal à mobiliser les candidats qui recherchent toujours des horaires adaptés. Journée de recrutement système U qui a été fait à Bec-Belair à la Bastide de la Salle, là ça a marché formidablement en novembre, donc il y a eu, je ne sais pas combien de personnes, une cinquantaine de personnes qui sont venues, et M. Bod a trouvé les personnes qu'il voulait. Beaucoup de chômeurs sont peu qualifiés ou bien en inadéquation avec les demandes des entreprises. Notez aussi parfois le manque de motivation de certains postulants si le salaire ou les conditions de travail ne sont pas attractifs ou ne conviennent pas. L'organisation chez Decathlon de matinées ou journées de recrutement en 2018 pour les femmes ont été un grand succès, alors que la même journée, enfin on a fait une autre journée le 21 mai avec le bus de l'emploi, et là c'était un flop total. La première fois en 2018 il y avait plus de 100 personnes, c'était des femmes depuis 45 ans, d'accord, mais là on avait invité tout le monde et pratiquement on a eu 10 personnes. Sauf ceux qui sont venus pour les demandeurs d'emploi qui sont au RSA, c'est-à-dire le revenu de solidarité active, qui eux avaient obligation de venir, si vous voulez, parce qu'il y avait le bus de l'emploi et c'était le conseil départemental qui les convoquait, quoi. Et eux, pour bénéficier du RSA, il fallait qu'ils viennent. De ce que nous constatons, il semblerait que 8% des indemnités ne recherchent pas d'emploi. Je suis désolée de dire ça, mais je pense que les règles vont se durcir avec un contrôle des chômeurs par 215 agents qui vont les remobiliser. Les entreprises ont des difficultés à recruter, les conditions sont plus difficiles pour les entreprises car certains demandeurs d'emploi touchent plus au chômage qu'en travaillant. Le taux de chômage national au premier trimestre 2019 est à 8,7%, PACA est à 10,8%, BBA est à 10,86%, et les demandeurs d'emploi ne se dérangent pas pour venir voir les locaux quand on les convoque, etc. Par exemple, j'ai fait une comparaison avec une séance de recrutement un après-midi pour les jeunes, pour les emplois, les jobs d'été. Le 15 mai, il y avait 100 jeunes qui sont venus faire la queue pour pouvoir avoir un job d'été. Le lendemain, chez Decathlon, on a fait une journée pour toute la journée et il y a eu simplement 10 personnes qui se sont déplacées. Donc voilà. Donc je pense que le chômage peut s'expliquer aussi par le manque d'adéquation entre les formations des demandeurs d'emploi et les métiers qui recrutent. Une seule candidature par rapport à la chute libre. Vous savez, il y a une chute libre qui est finie de se construire chez Decathlon et ils ont demandé des gens. On a eu un seul candidat. Donc on ne comprend pas. Lidl, pareil, ils cherchent des gens. Les restos, les hôtels que je rencontre, ils cherchent du monde et on n'arrive pas à proposer des gens. Donc voilà. Donc est-ce que les choses vont changer en 2019 ? Avec la limitation du temps de chômage, je pense que oui, les choses pourraient changer en 2019. Ils seront obligés de trouver un job. Voilà.
je suis un peu déçue. Merci Monique. Est-ce que vous avez des questions à poser à Madame Salomon? Oui, vous avez la parole. Mais moi, je suis content d'apprendre qu'il y a 92% des demandeurs d'emploi qui sont actifs. Ouais. Ce que dire qu'il y a 8% qui ne le sont pas, d'abord, c'est quand même un petit peu fort de café. Ces 8%, est-ce que ce sont des gens qui sont encore en capacité d'être actifs? Si ça fait des années et des années qu'ils sont au chômage, à mon avis, vous savez, n'importe qui baisserait les bras. Alors donc, bon, il semblerait qu'il y ait des mesures pour intervenir plus tôt, qui devraient être initiées par le gouvernement, mais l'air du temps est vraiment de dire, en frappant fort sur les chômeurs, ils vont trouver du boulot. D'ailleurs, ils n'ont qu'à traverser la rue, la place, là, Jean Moulin, et non, là, il faut quand même arrêter. Je pense que les problèmes sont bien plus graves que ça, et je pense qu'il y a des problèmes de formation, il y a des problèmes de gens qui sont sortis, qui ont vu, le train est parti, ils sont même ils n'ont plus de train. Donc bon, vos remarques, je les entends, mais je ne les approuve pas du tout. Attendez, il y en a quand même 831 de chômeurs à Bourbélaire. Qu'est-ce que je... Il y en a 831 Bien, qui je on ne va pas faire un débat sur la politique nationale pour le chômage. C'est pas, voilà. Nous, notre bureau municipal de l'emploi veut tout simplement faire en sorte que les locaux, les gens qui habitent Bourbélaire trouvent du travail. Donc nous œuvrons dans ce sens-là et pas autrement. Voilà. Donc nous passons à la délibération. C'est pas une délibération d'ailleurs, c'est si c'est une délibération, puisque c'est aussi Monique Salomon qui va nous parler de la sollicitation de la métropole pour une aide en faveur du bureau municipal de l'emploi. Bon, ça c'est quand même plus simple, hein, c'est de demander un peu d'argent à la métropole pour participer donc à la mise en œuvre de la politique d'insertion du bureau municipal de l'emploi au titre des services rendus aux participants du PLI, c'est-à-dire le plan local pour l'insertion et l'emploi, afin de favoriser justement la réinsertion professionnelle des publics les plus éloignés de l'emploi. La participation de 2018 avait été de 5 500 €. J'espère qu'ils vont faire un effort pour 2019. Merci Monique. Est-ce que vous avez des questions à poser? Oula, vous êtes en pleine forme, Monsieur Pisson, ce soir. Mais je vous donne la parole. J'entends des propos comme ça me met un peu hors de moi. Mais là, donc c'est bien, 5 500 € l'année dernière. On demande, mais on ne sait pas ce qu'on demande. Il n'y a pas une demande chiffrée? Non, il n'y a pas de demande chiffrée. C'est à votre bon cœur, messieurs, dames. Bah oui. Bon. C'est-à-dire qu'ils vont faire Presque. un effort par rapport à... Il y a bien un budget, je suppose, dans ce budget, la partie subvention, elle doit apparaître, non? Je sais pas. Bon, c'est pas Bon, grave. écoutez, laissons Madame Salomon se battre avec ce dossier. Voilà. On lui fait confiance de ce côté-là. Plus la somme sera Elle va nous trouver des sous pour qu'on puisse encore mieux œuvrer et plus œuvrer vis-à-vis de nos demandeurs d'emploi. Et en particulier de ceux qui sont les plus éloignés, ce qui est l'objet du PLI. Ok, merci. Donc là, par contre, je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions non plus? Unanimité, je vous remercie. Allez, ensuite, nous passons à Roger Mossé qui, lui, va nous faire le rapport d'activité du comité communal des feux de forêt pour l'année 2018. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire. Le rapport d'activité de l'année 2018 dresse un bilan au niveau départemental et local du CCF. Aucun départ de feu sur Bourbélaire. Le travail a été effectué. Par conséquent, le travail a été effectué et a été très bien effectué. À noter que notre commune, une intervention sur des inondations et 18 assistances à personnes, dont 8 personnes à la course contre la faim au collège Georges Brassens. Le CCF de Bourbélaire a effectué durant l'année 2018 1940 heures de permanence, 452 heures de patrouille et 1122 heures de présence sur divers événements et parcouru 8368 km. Pour 2019, l'accent sera mis sur la formation
patrouille et intervention en binôme sur la conduite tout chemin. Donc je tenais quand même à remercier SACAP, le CCF, c'est quand même des gens qui sont tous bénévoles et ils font un travail très 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 important sur la commune, ils participent pratiquement à toutes les manifestations qui sont dirigées par la commune. Voilà, merci Roger. Est-ce que vous avez des questions à poser à Roger Mousset? Ferme ton micro. Ferme ton micro. Allez, moi je crois que vous êtes en pleine forme ce soir. Hein. Il y a plein de choses qui sont remontées, en particulier il y a des gens qui nous ont fait remarquer que le coup-de-feu sous forme d'oliveraie qui est sous la chapelle, en dessous du cré, à nouveau les broussailles gagnent et donc c'est un peu contradictoire d'avoir un coup-de-feu en broussailles. Donc il y a 2 ou 3 ans, ça avait été débroussaillé, il y avait eu un joli travail. Et je crois qu'il est nécessaire de songer à remettre ça, c'est le problème des broussailles. Simplement, Monsieur Plisson, pour votre parfaite information, c'est sous gestion ONF et que l'ONF gère par quartier et que tous les ans, Armand Chamelin vous rapporte le truc en disant qu'on demande au conseil départemental d'effectuer une subvention pour tel ou tel débroussaillement qui font partie. Alors, ce n'est pas les obligations légales de débroussaillement, puisque nous sommes en plein milieu forestier. Et que les obligations, ce qu'on appelle les OLD, obligations légales de débroussaillement, ne concernent que les logements, les habitations. Et les gens qui habitent dans une habitation, dans ce logement, ont l'obligation de débroussailler 50 mètres autour de chez eux. Par contre, là, on est dans la gestion de la forêt, et là, j'avoue que l'ONF, pour moi, est le spécialiste de la chose. Maintenant, si tant est que vous trouvez que ils font pas bien les choses, on pourra peut-être se pencher un peu mieux sur le travail de l'ONF. Voilà. Donc là-dessus, rapport d'activité, donc on n'a pas à le voter, mais il est important qu'il soit fait au conseil municipal. Par contre, nous avons une demande de subvention au titre des équipements pour au conseil départemental, au titre des équipements pour la sécurité publique. Il s'agit de l'acquisition d'une radio portative et de 10 batteries, d'un gilet pare-balles, de 10 terminaux de verbalisation Motorola G6 avec licence et 15 cartes à puce pour l'année 2019. Le rapporteur est Roger Mousset. Merci, Monsieur le maire. Donc, Monsieur le maire vient de vous expliquer que nous faisons une demande de subvention. Ce montant de subvention, le total hors taxe est de 8 869,37 €. Le conseil départemental participera à la hauteur de 60%, soit 5 321,62 €. La commune de 40%, soit 3 547,75 €. Voilà, subvention assez classique. Je ne pense pas qu'il y ait des observations là-dessus. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y a pas de voix contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas, donc unanimité. Je vous remercie. Ensuite, Corinne Lemeu va nous parler de subvention complémentaire à l'association du tennis club de Bouc-Bel-Air. Ça marche? Oui, donc je vais vous parler du tennis club de Bouc-Bel-Air qui rencontre actuellement des difficultés financières. Donc en effet, le club perçoit des aides on va dire des aides de l'État. Et donc au mois de janvier, ces aides ont été supprimées. Aussi, donc le tennis club est venu rencontrer Monsieur le maire et a sollicité soutien et aide de la ville. Donc la commission sport qui s'est réunie propose une subvention exceptionnelle de 7 000 € pour aider l'association. Merci Corinne. Est-ce que vous avez des questions à poser à Corinne Lemeu? Monsieur Pesson. Cette association va de problème en problème. Parce que j'ai souvenir quand même qu'il y avait eu un licenciement qui s'était soldé par une perte conséquente il y a quelques années.
Là, bon, c'est pas que si je lis bien, c'est pas que l'association avait des aides de l'État, c'est que l'association n'a plus ses contrats aidés. Donc, ma question, c'était que faisaient les contrats aidés? Est-ce que c'était pour les activités pour écoliers? Est-ce que c'était pour la formation des jeunes et des moins jeunes, etc. Donc, dire que cela met en péril l'avenir du club, moi, je ne vois pas. Ça modifie probablement, peut-être, ce qui se fera dans ce club. Parce que les contrats aidés, je suppose qu'ils faisaient quelque chose. De quoi c'était pas forcément seulement d'entretenir la buvette ou de nettoyer les terrains. Donc, qu'est-ce qui a été perdu? Qu'est-ce qui serait perdu sans ces contrats aidés? Et bon, sinon, l'écho qui remonte, c'est que quand même, le club est extrêmement cher. Il est extrêmement cher, et donc moi je serais assez preneur des comptes de résultats 2018 pour voir si c'est possible, ce qu'il en est. Voilà. Bon, M. Bisson, ça je crois que c'est des affaires qu'on envoie en commission, hein. Je ne sais pas si vous en faites partie, mais ça a été vu par la commission. Simplement, d'après ce que j'ai compris, l'association s'était engagée vis-à-vis d'un certain nombre de contractuels. Ce sont des contrats aidés, certes, mais de contractuels. Et ils ont appris, une fois la saison commencée, le contractuel pris pour l'année qui venait, ils ont appris que finalement, il n'y aurait plus d'aide avec les contrats aidés. Alors ça, c'est peut-être c'est une histoire gouvernementale, je ne prendrai pas parti là-dessus, c'est le gouvernement qui a décidé, etc. Macron a décidé, bon ok, très bien. Malheureusement, quand Corinne Lemeu vous le disait, ça mettait en péril n'avait plus cette recette. Je suis navré, mais vous posez une question, donc on vous répond. Ils n'avaient plus cette recette, donc ça met en péril. Par contre, la dépense continuait. Alors après, c'est sûr que l'année étant finie, ils n'ont pas renouvelé ces contrats. Donc ils sont obligés de revoir leur politique et leur façon d'être. Voilà. Après, deuxième chose qui nous a été dite, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais ils ont perdu un certain nombre d'adhérents. Donc, ça veut dire qu'ils ont des recettes en moins. Donc, ce que je vous ai proposé, c'est, d'après ce que j'ai compris, une subvention de 7 000 €, qui est une subvention extraordinaire. Et puis, on verra s'ils arrivent à s'en sortir ou pas. Voilà. Je signale quand même que c'est eux qui gèrent l'ensemble de nos cours de tennis municipaux. Ça ne leur appartient pas. Ça appartient à la commune. Pardon ? Voilà, donc je mets au voie cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas, donc unanimité. Je vous remercie. Alors ensuite, je vais reprendre donc les quelques délibérations de M. Alexander. Donc il s'agit de déterminer les tarifs concernant la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2020. C'est évidemment une nouvelle délibération. Donc il vous est proposé de les indexer sur l'inflation. Donc voilà, l'augmentation, c'est simplement prendre en compte l'inflation. Est-ce qu'il y a c'est passé en commission des finances avec un avis favorable. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions, donc je mets... Ah pardon, vous voulez intervenir? Je vous en prie. C'est pas une question, c'est simplement pour savoir où on en est de l'avancement, de la mise en place du nouveau règlement local de publicité, qui maintenant est de la compétence de la métropole, mais je ne sais pas si un jour on verra les panneaux 4/3 disparaître de la RD8. Je commence à en douter. Non, n'en doutez pas, M. Pisson, parce qu'il ne vous a pas échappé, si vous voulez, que quand nous avons adopté ce règlement, ou tout au moins on avait mis le dossier en route et que la métropole l'a terminé, il y avait une question de date. Et que nous avons des dates, alors je ne sais plus combien, il y a un certain nombre d'années pour l'application, vous le savez. Donc de ce fait, par contre, on s'aperçoit qu'il y a déjà des publicités extérieures que l'on voit disparaître. Pour deux raisons. Un, c'est qu'on a mis en route la taxe que je vous propose de voter. Donc certaines enseignes ont trouvé que ça coûtait un peu cher, donc
ils ont diminué leur volonté de s'afficher, si je puis m'exprimer ainsi. Et deuxièmement, nous aurons, je ne sais plus en quelle année, mais nous aurons l'application par la métropole, c'est vrai, mais nous aurons l'application du règlement local de publicité. Voilà, je pense avoir répondu à votre question, donc je mets au vote cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous allons parler de décision modificative numéro 1 pour l'exercice 2019. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça a été vu en commission des finances. Le 18 juin, en supplément, je vous propose au chapitre 11, charges à caractère général, 39 126,99. Dans le chapitre 65, c'est les 7 000 € que nous venons de voter pour le tennis club. Et puis, en moins, sur les charges financières, donc c'est au 66, 23 498,99. Et sur le 014, en moins aussi, c'est une atténuation de produits, moins 30 000. Donc ça nous fait, est en fait sur le prélèvement SRU, où on a 30 000 en moins que nous avions prévu. Voilà. Ce qui fait total sur les dépenses de fonctionnement, une diminution de moins 7 372. En recettes, dans la DGF, évidemment, nous avons, c'est là où nous avons donc le prélèvement SRU, si je ne m'abuse. Non, c'est ça, non. En fait, là, on est dans les recettes, la DGF, on a 24 892 de moins. Merci le gouvernement. Hein. 25 000 € de moins de DGF, ça ne fait que baisser depuis 5 ans. Et la dotation nationale de péréquation, par contre, on a 15 000 en plus. Et en opération d'ordre, je vous demanderai de voter 1800 € au chapitre 042, ce qui nous fait un total de recettes de fonctionnement en moins de 7 372. Dans l'investissement, nous avons les immobilisations corporelles. Alors là, c'est pour les études d'ADAP. Je vous demande d'enlever 175 000 que nous allons retrouver sur le chapitre 23 pour les travaux. On diminue les études puisqu'on a fini, enfin, on a avancé dans les études. Ça nous permet de mettre les travaux, donc 175 000 de travaux. Et par contre, sur le mobilier au chapitre 21, je vous demande d'enlever 1 000 € que l'on met sur là donc on est en moins et qu'on met en plus dans l'emprunt dette assimilée, c'est un remboursement de caution qui fait 1 000 €. Et ensuite, évidemment, nous avons l'avenant de métropole pour la maîtrise d'ouvrage délégué qui fait 39 191,58. Donc, on est en dépenses d'investissement et nous allons le retrouver en avenant opération pour compte de tiers, en recette de l'autre côté, la même somme. Voilà, mesdames et messieurs, c'est passé en commission des finances le 18 juin. Il y a eu un avis favorable à l'unanimité, si je ne m'abuse. Ça n'a pas été voté. Bon, okay. Voilà, donc je mets au voie cette délibération, parce que le conseil municipal est souverain. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc 2 abstentions, donc unanimité des votants. Donc nous passons maintenant à l'affectation des résultats SPIC cimetière pour l'exercice 2018. Je vais vous demander d'annuler, de remplacer la délibération numéro 19 03 014 du 25 mars 2019 sur la demande de l'État. Voilà, donc il y avait un résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 4 441,30. Et par contre, il y a un résultat déficitaire de 131 200 €. Donc je vous demande d'affecter le résultat de la section de fonctionnement, soit 4 441,30 € au compte 1068
excédent de fonctionnement capitalisé. Voilà, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions, donc je me vois cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? 2 abstentions, donc unanimité des votants. Je vous remercie. Ensuite, nous avons la délibération suivante. Il s'agit toujours dans le SPIC cimetière de la DM numéro 1. Alors, c'est l'application en fait de ce que je vous disais tout à l'heure, puisque l'ADM met en fonctionnement moins 4 441,30 et en recette moins 4 441,30. Est-ce qu'il y a des questions? C'est la décision, en fait, l'implication et la conséquence de celle d'avant. Pas de questions, donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il y a 2 abstentions, donc unanimité des votants. Je vous remercie. Nous allons passer maintenant délibération, car Chamna va se faire un plaisir de nous rapporter. Il s'agit donc de 2 demandes de subvention pour le conseil départemental au titre des travaux de proximité. La première, c'est création du parking paysager de persuasion multimodale. Et la deuxième, c'est la réfection de la première partie de l'allée des musiciens. Allez, on t'écoute. Merci, monsieur le maire. Pour améliorer la sécurité et le cadre de vie, la commune souhaite créer un parking paysager de persuasion multimodale. L'objectif est d'ouvrir au bouquin des zones d'échange dans le centre-ville. Ce nouveau parking aura pour vocation non seulement d'accueillir les usagers souhaitant covoiturer depuis le centre-ville, mais aussi de leur permettre de rejoindre par une voie piétonne arborée les commerces du centre-ville. L'estimation globale de cette opération s'élevant à 94 525,20 € hors taxe. Le plan de financement s'établit comme suit. Pour le département, au titre des travaux de proximité, 70% d'un maximum qui nous donne 59 500 €. Pour la commune, les 30% restants, 35 025,20 €. Total hors taxe, 94 525,20 €. La deuxième, on va les faire en même temps, on va les faire au vote de la demande de subvention. Je vous ai dit qu'on avait 2 demandes de subvention au titre des travaux de proximité. Donc je pense que les demandes de subvention, vous n'allez pas dire non. Donc la première, vous avez présenté. Non, c'est pas le rapport 21. C'est la que vous avez eu sur table. Oui, 23 si vous voulez. Non, excusez-moi, monsieur le maire, ça c'est le numéro 20. Oui, eh bien on fait le 23 en même temps, je l'ai dit avant. Allez, écoutez. D'accord, on fait le 23. Parce que le 21, on peut discuter. Compte tenu de la dégradation très importante de la première partie de l'allée des musiciens, il est donc nécessaire de procéder à la mise en état de cette portion de rue afin de garantir la sécurité de l'ensemble des utilisateurs, automobilistes, piétons, cyclistes. La réfection de cette chaussée sera réalisée en enrobé silico-calcaire de 0,10 sur 6 cm d'épaisseur, sur environ 1860 m², 2 couches de roulement. L'estimation globale de cette opération s'élevant à 80 543 € hors taxe. Le plan de financement s'établit comme suit. Pour le département, au titre des travaux de proximité, 70% de maximum, soit 56 380,10. Pour la commune, les 30% restants, 24 162,90, ce qui nous donne un total hors taxe de 80 543 € hors taxe. Merci Armand.
Éteins ton micro, s'il te plaît. Voilà. Vous avez la parole. Oui, en fait, ce serait juste pour savoir où se trouverait ce parking multimodal. 100 mètres d'ici. Donc, est-ce qu'il y a une question pour cette délibération là, avec ces deux demandes de subvention? Peu de questions, donc je mets aux voix ces deux demandes de subvention. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas, donc unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons demande de subvention auprès du conseil départemental au titre des équipements pour la sécurité publique. Allez, Armand, on t'écoute. Merci, monsieur le maire. Que je l'obtienne. Pour améliorer la sécurité des piétons lors de la traversée de la RD 8N du carrefour Ant-Dink au rond-point de la Croix d'Or, la commune entreprend la mise en place de 15 passages piétons de type Walkway, passage protégé piéton bien évidemment. La ville de Bouc-Bel-Air souhaite faire des aménagements de sécurité de ces passages piétons avec un éclairage spécifique de type S-Pass, faisceau lumineux bleu, émis par les balises délimitant les passages piétons. Dans le cadre de la ville nature, l'alimentation de ces faisceaux lumineux sera faite par la production d'énergie photovoltaïque. Cette solution permet de donner une deuxième fonction aux circulations piétonnes par l'émission d'énergie électrique. La solution Wattway s'intègre dans des schémas de consommation électrique innovants et d'avenir. L'objectif, enfin, est d'offrir aux bouquins une libre circulation piétonne en toute sécurité par un système d'éclairage spécifique alimenté par des panneaux photovoltaïques. L'estimation globale de cette opération d'aménagement de 11 passages simples et de 4 passages doubles s'élevant à 52 010 € hors taxe. Le génie civil coûtant pour sa part 195 250 € et une solution Wattway, la solution donc énergique, 326 760 € hors taxe. Le plan de financement s'établissant comme suit. Pour le conseil départemental, 60% de la somme, 312 206 €. Pour la commune, les 40% restants, 208 804, le tout faisant 522 010 hors taxe euros. Vous souhaitez intervenir? Ah non, j'ai plus de demande de parole. Ah si, voilà. Vous l'avez. Merci. Oui, c'est bien 522 000 € pour 15 passages piétons. Ce qui fait le passage piéton à 34 800 €. Est-ce bien raisonnable, quand même? Parce que je veux bien que les petites lumières bleues qui marquent les passages piétons, ça soit joli, mais je pense quand même que c'est pas raisonnable, quoi. Je sais pas, un passage piéton avec signalisation lumière, j'ai regardé, c'est en gros 12 000 €. Hein. Là, on est à 3 fois plus cher pour un intérêt qui n'est, à mon avis, pas à la hauteur du prix. Autrefois, on mettait des clous pour matérialiser le passage piéton. Je pense qu'on peut revenir à cette méthode au prix où sont les lumières bleues. Bon, et puis voilà. Donc j'ai lu aussi que la lumière bleue, c'était pas bon pour le sommeil en plus. Mais ce qui voudrait dire que les gens qui conduisent dorment au volant, peut-être. Je sais pas. Mais enfin là, personnellement, même si c'est du photovoltaïque, etc., et que je sois écolo, là, je comprends pas. Je ne comprends pas. Monsieur Pisson, je ne vous fais pas l'honneur de ne pas vous traiter d'écolo. Je sais que vous êtes écolo. Là, c'est du photovoltaïque, c'est clair. Donc ça a évidemment un certain prix, mais il s'agit avant tout, et vous l'avez dit vous-même, lumière bleue,
c'est anti-sommeil, donc ça veut dire que le conducteur, c'est ça qui nous intéresse. C'est pas la personne qui traverse au passage piéton, c'est que le conducteur voit le passage piéton de manière à pouvoir faire attention s'il y a un piéton dessus et éviter évidemment de le percuter. Bon. Là, on a une solution, je reconnais qu'elle est quand même très chère. Très chère, bon. Si nous avons de la subvention, pourquoi pas, mais en tout cas, la demande de subvention est faite et on verra bien si nous avons de la subvention ou si nous n'en avons pas du conseil départemental. Je crois que la chose est là. Il est important, vous ne votez pas, c'est votre problème, c'est votre choix, hein, c'est clair. De toute manière, vous ne votez pas le budget, donc à la limite, vous ne votez pas l'application du budget et vous ne votez pas ce genre de choses. Bon, nous, en ce qui concerne la majorité, c'est ça. On verra si on a la subvention et ce que ça nous coûte. Parce qu'en fonctionnement, ça ne nous coûte rien. Puisque c'est une énergie que nous ne payons pas dans la mesure où elle est issue du photovoltaïque. Donc c'est une énergie renouvelable. Madame Berlinkel, si vous souhaitez avoir la parole, vous l'avez. Je voudrais savoir combien d'accidents sur les passages piétons à Bouc-Bel-Air avons-nous recensés. Mais oui, quand on décide de faire un tel investissement, c'est que ça crée un bouc sur les passages piétons notamment. Donc est-ce qu'il y a eu des accidents à Bouc-Bel-Air qui nécessitent un tel investissement? Je pense qu'il y a... je vous avoue que je ne suis pas capable de répondre à votre question, c'est clair, je ne sais pas ce qu'il en est, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une insécurité notoire. Maintenant que nous l'avons refaite, nous l'avons réaménagée, cette allée huitaine, il semblerait qu'elle soit quand même plus sécuritaire qu'avant. Bon, plus, mais ce n'est pas encore la panacée. Là, on a des passages piétons qui n'existaient pas avant d'ailleurs. Hein. Avant, il n'y avait pas de passages piétons. Aujourd'hui, ils y sont. Les conducteurs ne sont pas toujours sûrs de ça. Donc, la nuit, où les gens roulent vite, il nous semblait important de souligner ces passages piétons. Voilà, c'est tout, c'est clair. Après, je vais vous dire, vous avez... moi, je comprends très bien hein, que vous refusiez de voter ce genre d'investissement. Je dis, bon, c'est trop cher. Après tout, vous avez votre liberté de vote. Hein. Là, il s'agit simplement de demander une subvention. Moi, je pense que c'est l'avenir. C'est peut-être aujourd'hui élevé, je le reconnais, c'est élevé, c'est une dépense élevée, mais c'est l'avenir on se tourne vers le photovoltaïque, vers un certain nombre de points sécuritaires. Donc voilà. Oui. J'entends bien, mais enfin bon. De toute façon, c'est clair qu'il est nécessaire d'aménager des passages piétons. C'est plus sur le coût et sur la méthode, sur ce qui est envisagé. Bon. Et l'argument de dire on demande au département 60%, ce n'est pas parce que c'est de l'argent départemental que ce n'est pas de l'argent public. Donc, globalement, personnellement, je n'approuverai pas ce rapport. Vous savez, on peut aussi demander à la métropole des subventions, parce que là, on est plus dans le côté innovation. Et bon, c'est une innovation. Si on les obtient, encore une fois, si on obtient 15% de la métropole, je pense que ça peut être, ou 20%, ça peut être aussi intéressant. Mais franchement, je pense que c'est quelque chose à venir. Hein. Et au niveau de la sécurité, c'est clair. Bon, sur la D8N, où il y a des gens qui roulent quand même à une certaine vitesse, dans la journée, non. Mais la nuit, oui. Ça peut être quelque chose d'intéressant et augmenter la sécurité. Maintenant, vous ne souhaitez pas le voter, libre à vous. Hein. Vous ne le votez pas, cette demande de subvention. Donc combien y a-t-il de voix contre? Une, deux contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstention, donc il y a une majorité. Je vous remercie. Alors, ensuite, nous avons les questions diverses. Alors, Madame Berlinkel, c'est Monsieur Kisson, c'est signé par tous les deux. Vous avez posé 4 questions. La première question,
Pouvez-vous demander à M. Richard Mallier et ses amis les Républicains de mettre fin à leur affichage sauvage sur la commune? Tout d'abord parce que cela ne sert strictement à rien. Merci. Beau geste. Les dernières élections l'ont largement démontré. En outre, la commune est censée être une ville nature, donc respectueuse de son environnement. Bon, c'est fait, hein, je ne vous ai pas attendu. Normalement, c'est fait. Les affiches n'y sont plus. Voilà. Juste une chose, c'est qu'est-ce que vous pouvez demander la même chose à M. Glucksmann et à M. Brossat? Parce qu'eux aussi, vous ne savez pas qui c'est? Ah, je ne parle pas de vous, je parle à Mme Oberlinkels, M. Plisson. Voilà. Je ne vous ai pas parlé à vous, j'ai parlé à Mme Oberlinkels. M. Glucksmann, je pense qu'elle sait qui c'est. Et M. Brossat, j'avoue que c'est vrai, c'est plus difficile. Bon, d'accord, voilà. Deuxième question, il est très difficile pour les cyclistes de comprendre les possibilités de déplacement sans risque à vélo dans Montbéliard. La commune pourrait-elle réaliser et distribuer un plan des cheminements cyclistes possibles en distinguant les voies réservées aux cyclistes, les voies non spécifiques mais ouvertes aux cyclistes? À titre d'exemple, la promenade Jean-Pierre Foulon est-elle ouverte aux cyclistes? Et les liaisons possibles à danger raisonnable? J'avoue que votre question, j'ai mis un moment à comprendre un peu ce que vous vouliez dire par là. Bon. Sur la promenade Jean-Pierre Foulon, c'est clair que les cyclistes, mais je pense qu'il n'y a que les vététistes qui le prendront. Parce que je vous assure qu'avec un vélo de route, je ne prendrai pas ça, c'est le meilleur moyen de crever. Il n'y a pas... oui, non, mais je ne plaisante pas. Avec un routier, c'est le meilleur moyen de crever. Par contre, en VTT, il n'y a pas de souci, je veux dire, c'est clair. Par contre, j'attire votre attention sur, vraisemblablement, le distinguo que vous ne faites pas entre la surlargeur cyclable, comme par exemple sur la RD8N, où il y a un enrobé de couleurs différentes, qui est une surlargeur cyclable, c'est-à-dire qu'on souhaite que les cyclistes passent là-dessus, mais qui n'est pas interdite à la circulation. Parce que la RD8N, c'est une voirie où les convois exceptionnels, alors je ne sais plus quel degré de convoi exceptionnel peut pouvoir passer, donc on n'a pas pu faire plus haut au niveau de l'îlot central, et on est obligé de faire une voirie qui soit, dans ce cas-là, extrêmement large. Seulement, plus vous faites large, plus vous avez de vitesse qui est exercée par les véhicules automobiles ou les poids lourds, peu importe. Voilà. Donc il y a ça, et puis il y a les pistes cyclables, où là, vraisemblablement, c'est à l'étude, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est à l'étude pour la Glutière, entre le puits Montmoranda jusqu'au giratoire de Sambaki, où là, nous aurons une vraie piste cyclable, c'est-à-dire une piste qui est en dehors de la circulation automobile. Et qui, là, peut être, ou là, je ne sais pas encore, M. Plisson, vous êtes extraordinaire, vous savez tout, donc aujourd'hui, vous intervenez constamment, mais c'est bien, hein, je ne m'en plains pas. Donc je disais piste cyclable sur la Glutière, ainsi que le chemin de Sauvecanne. Bon, après, entre nous soit dit, faire une cartographie de ça, moi je veux bien, mais les cyclistes savent de quoi on parle et savent où passer. Hein. Donc voilà, après, voilà. Vous appelez ça d'ailleurs les liaisons possibles à danger raisonnable. Donc liaison possible à danger raisonnable, c'est sur la surlargeur cyclable qui existe, par exemple sur la RD8N ou sur le CD8 entre le carrefour de Violésie et puis le giratoire qui est en direction de Simiane, le nouveau giratoire avec la rue Simone Veil. L'association Montbéliard Environnement a fait une demande de subvention à la commune pour mener à bien des actions scientifiques et juridiques contre le dépôt des boues rouges d'NTO dans notre forêt. À ce jour, on n'a pas reçu de réponse. Or, il y a urgence. C'est aujourd'hui que les actions susceptibles d'être coûteuses doivent être menées. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est de cette demande de subvention qui, nous semble-t-il, devrait être prioritaire dans une ville nature?
Madame, Monsieur, j'étais favorable à donner une subvention à Bouc-Belair Environnement. Je suis venu le voir, etc. Mais quand on voit ceci, je vous l'ai agrandi volontairement, où l'association Bouc-Belair Environnement se met à nous rendre ridicules sur ses commentaires, et que dans le même temps, je vois les résultats sur la commission d'enquête, je me dis, Bouc-Belair Environnement ne s'est-elle pas trompée de sujet? Parce que j'aurais préféré que Bouc-Belair Environnement envoie ces centaines d'adhérents, comme ils m'ont dit qu'ils avaient, pour, à la commission d'enquête, dire qu'ils étaient défavorables. Qu'ils étaient défavorables. Je ne demande pas de faire un roman, je dis simplement que nous avons besoin que les gens s'expriment défavorablement. Tout à l'heure, je l'ai évoqué, je redis ce que j'ai dit, 62 avis favorables, 14 avis défavorables. Et il y a 2 demandes spécifiques. Ce qui veut dire que la commission d'enquête va dire 80% des gens qui sont venus à la commission d'enquête sont favorables. Ça me lave. Et j'aurais préféré voir un appel, si vous voulez, autre que celui-là. Parce que s'il y a ça, les baux rouges, c'est quand même pas de ma faute, que je sache. Les baux rouges existent depuis plus de 100 ans. On les a remis en exploitation au moment de notre arrivée à la tête de la commune, en 2014-2015. Mais là, je crois que Bouc-Belair, et nous aurons l'occasion d'en parler avec Bouc-Belair Environnement, parce que je crois qu'il se trompe d'objectif. Ensuite, nous avons encore une autre question qui dit « Il semblerait que le Conseil de territoire du Pays d'Aix ait décidé de ne plus assurer le ramassage des déchets d'entreprise dans les zones d'activité. Bouc-Belair est-elle concernée? Si oui, quelles solutions alternatives vont être mises en place ?» Simplement, vous rappeler qu'en 2015, nous avions ministre de l'Environnement, Madame Ségolène Royal, que vous avez supportée en votre temps. Moi, je suis fortaise, je ne l'ai jamais supportée. Bon, quelquefois, il m'a fallu la supporter, et pas du verbe étant un supporteur, mais malheureusement, on était obligé de la voir. Elle a fait voter une loi qu'elle a appelée la transition énergétique. Cette loi prévoit qu'au 1er juillet 2019, les collectivités n'ont plus à ramasser ce qu'on appelle les DIB, les déchets industriels banals. Je crois qu'on ne dit pas banaux, on dit banal. Les DIB, les déchets industriels banals. Donc ce qui veut dire que la métropole est en train d'appliquer la loi que celle que vous avez supportée a fait voter. Alors ça, après, c'est les conséquences. Bon, vous ne le saviez pas, mais voilà, c'est comme ça, M. Bisson. Voilà. Donc, ils vont distribuer les dépliants, ils vont faire des consultations là-dessus, ils vont envoyer des courriers aux gens concernés. J'espère que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne sera dans ce cas-là plus appliquée aux gens concernés, puisque la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la tonne, est appliquée sur le foncier bâti. Donc, ce qui veut dire que le propriétaire, s'il loue par exemple un commerce, la plupart du temps fait payer la tonne. Quand il la paye, il la refait payer j'espère que dans ce cas-là, il n'y aura plus de tonnes. Parce que si on n'enlève plus ces déchets-là, il est normal que les gens ne payent plus de taxes. Voilà les quelques mots que j'avais à vous dire en réponse à vos questions diverses. L'ordre du jour étant terminé, je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit et une bonne soirée.